Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire dédié à la thématique valoriser son organisme de formation dans un contexte de cession ou acquisition. Donc, ICPF avec FL Finance. Avant de démarrer, un rappel des 5 gestes pour un webinaire réussi. Les 3 premiers concernent donc ce qu'il ne faut pas faire. Donc, le premier, pensez à couper votre téléphone. Le deuxième, ne pas activer donc, le micro. Le troisième, ne pas parler pendant donc, le webinaire. Le quatrième et le cinquième concernent donc la partie questions-réponses. Vous avez un outil chat pour nous indiquer justement à la question qu'on a posée, quelle est la qualité du son et de l'image, nous indiquer si vous nous entendez bien et si vous voyez bien le support. Et vous nous voyez bien également. Bonjour Catherine Bréchignac. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien le support? Parfait. Très bien. Donc, ce quatrième, en effet, geste concerne les questions-réponses. On va donc répondre aux questions d'ordre général et liées au sujet d'aujourd'hui. Et pour toute question spécifique, les intervenants sont à votre service. En ce qui concerne donc le cinquième geste, comme je le disais, donc pour les questions-réponses, on va y répondre tout au long donc, du webinaire avec des temps dédiés pour y répondre. Aujourd'hui, on est donc avec François Galinou et Florence Fario. François Galinou, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis président de l'ICPF. Les deux mots qui professionnellement me caractérisent, c'est qualité et formation. Je fais ça depuis longtemps. Je suis rentré à l'ICPF en 2005 en tant que secrétaire général. Je fais partie depuis cette date aussi des commissions AFNOR et ISO en formation professionnelle. Je m'investis beaucoup dans la normalisation et je suis entrepreneur depuis 1990 dans la formation, le conseil et l'informatique. Et je passe la parole à Florence. Merci François. Donc Florence Fario, je suis absolument ravie d'être parmi vous cet après-midi. Alors les deux mots qui me résument, finance, passion. Alors finance qui se déploie en conseil et formation, et j'aurai l'occasion d'aller un petit peu plus en avant dans cette présentation. Et j'ai le grand plaisir aussi d'être à l'origine d'un club de formateurs, le club DBE, qui est le club des formateurs certifiés ICPF. Merci François, merci Florence et moi-même, donc Kainene Mouzugan, directrice communication et marketing. Donc les deux mots qui me caractérisent, c'est la communication et marketing et surtout donc valoriser la marque ICPF et votre certification. Je suis à ICPF depuis 2014, après un MBA en communication et un master en management de projets technologiques. Et je suis également ravie donc de vous rejoindre sur la partie animation, mais surtout gestion des questions-réponses. Au niveau donc du déroulement, ça va se passer en donc 5 temps. Le premier temps où nous allons donc aborder la ICPF, donc François va vous présenter où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le deuxième temps où il va parler de la vision, des bénéfices et des opportunités. Le troisième temps où Florence donc, va nous présenter effet de finance. Le quatrième temps, on va rentrer donc dans le vif du sujet, valoriser donc son organisme dans ce contexte donc de session ou acquisition. Et enfin, le cinquième temps, questions-réponses. Donc, comme je l'ai indiqué, tout au long donc, du webinaire, posez vos questions. Donc, ce sera traité en fonction du sujet qui est abordé. Donc, il y aura des temps dédiés et à la fin, donc, on aura vraiment un temps consacré à répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions sur la partie présentation ICPF, vous pouvez donc les poser sur la partie effet de finance, la présentation, ou encore sur la partie session ou acquisition. François, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à ICPF? Alors, nous sommes aujourd'hui, ICPF est un organisme en pleine expansion. Là, c'est voilà la photo à date avec quelques
partenaires, auditeurs sous-traitants et consultants. En nombre de salariés, aujourd'hui, c'est 42 salariés et c'est près de 70 sous-traitants. Nous avons 14 auditeurs opérationnels salariés. C'est un point qui nous différencie sur le marché. ICPF, c'est pas un organisme de certification opportuniste qui s'est créé pour Calliope. Ça existe depuis 26 ans. Donc sur la formation, on est un des pionniers. On est 3 organismes de certification à être pionniers sur le secteur, donc qui est dès 1995. Voilà. Donc la croissance depuis 2013 est très forte, puisque cette année, on devrait dépasser les 5 millions d'euros de facturation. On a une base de certifiés dont fait partie Florence, des certifiés pro et CNEFOP, c'est-à-dire c'est une certification de personne. Il s'agit de mettre en valeur, de valoriser le professionnalisme d'une personne physique avec une extension sur le consultant formateur entrepreneur grâce à la certification CNEFOP. Donc là, le nombre est important, même s'il va diminuer du fait du passage à Calliope, où là, vous aurez une certification pro et la certification Calliope. La certification Calliope a permis à ICPF de maintenir son rang de leader en matière de certification dans la formation professionnelle. Elle nous fait aussi rentrer dans le cercle encore plus restreint des certificateurs accrédités. C'est-à-dire que le COFRAC, qui est une entité nationale qui contrôle, c'est notre certificateur à nous, il nous audite, il contrôle notre activité. Donc le COFRAC nous accrédite et nous autorise à mettre ce logo sur les certificats qu'on délivre quand il s'agit de Calliope. Alors à date, vous voyez qu'on est proche d'un seuil de 3000 OPAC certifiés. ICPF, c'est aujourd'hui, c'est 11% des certifiés Calliope. Et nous avons l'assurance de passer le cap des 4000 grâce au dossier en cours. Alors un peu d'actualité qui ne figure pas sur le slide pour vous aider à bien vous situer par rapport à la démarche Calliope. On arrive à la date fatidique du 31 décembre. Donc cette date, elle est fatidique parce que il va y avoir, vous allez, pour ceux qui ont leur organisme certifié, vous alliez enfin vivre le système Calliope tel qu'il a été prévu. Voilà. Donc là, votre organisme va figurer sur la liste publique des organismes de formation avec la certification Calliope et il est prévu que tous les financeurs, quand ils vont recevoir une demande de financement de votre part, quand ils vont vouloir vous référencer, ils allent vérifier sur ce site que vous êtes bien référencé, que votre organisme figure sur cette liste. Donc pour ce faire, ICPF a mis en place et a testé depuis de longues semaines la transmission des données et la mise à jour quotidienne des données avec le ministère du Travail qui gère cette liste. Et donc j'ai la joie de vous annoncer que tout est opérationnel. Donc on a mis un soin particulier pour éviter les écueils, notamment, comme vous le savez, on est très vigilant sur la mise à jour du NDA, on le vérifie plusieurs fois avant d'émettre votre certificat, et surtout la mise à jour de vos numéros sirènes qui sont aussi très importantes, puisque si vous avez un changement de sirène ou si vous avez un changement de NDA, ça passe plus dans le fichier. Donc là, tout ça fonctionne bien et c'est opérationnel. Donc là, vous, ce que vous allez vivre, c'est cette période de référencement, de confirmation du référencement par la plupart des financeurs qui, pour certains, vont avoir un peu de mal aussi à faire en sorte que leurs équipes abandonnent les plateformes et les procédures actuelles de référencement pour passer sur cette certification unique. Voilà. Donc là, vous avez quelques communications un peu maladroites qui peuvent générer un peu de stress sur le fait que Datadog perdure, des choses comme ça. Alors, je vous le dis, ça a été confirmé encore par le ministère du Travail, c'est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est qu'il y a une base nationale et qu'on va chercher, le financeur va chercher l'organisme de formation certifié Calliope sur cette base. Alors, en ce qui concerne ceux qui sont en cours ou qui n'ont pas encore entamé la démarche,
vous allez, bon, très certainement, là aussi, il y a beaucoup de communication, mais il est prévu une période de transition et elle va être, bon, c'est acquis, mais bon, pour des raisons diverses, on peut attendre le décret, hein, même si c'est une question de forme et de conformité juridique, mais bon, il est prévu une période de transition qui va durer 3 mois, c'est-à-dire que si vous avez un contrat en cours, vous allez pouvoir être référencé jusqu'au 31 mars 2021 dans la limite d'un délai de 6 mois. Donc ça veut dire que si vous avez signé votre contrat au 1er juillet, bah, vous n'êtes pas concerné parce que le délai de 6 mois s'arrête au 31 décembre. Par contre, si vous avez vous signez votre contrat maintenant, bah, vous aurez jusqu'au 31 mars. Vous voyez, voilà. Donc 31 mars donc il faut planifier maintenant, avant le 31 décembre. Donc il faut signer le contrat avant le 31 décembre. Et là, vous allez certainement bénéficier d'un délai de 3 mois, d'être référencé pendant 3 mois. Alors en revanche, ce que vous n'aurez pas, c'est ce que les autres mois ont, c'est que vous ne serez pas votre organisme ne figurera pas sur la liste et vous devrez faire les démarches directement auprès du financeur. Voilà, ce qui c'est un petit plus, mais c'est pas non plus déterminant. Voilà, on peut continuer. Alors, les 4 points de différenciation de l'ICPF, ce qui nous différencie sur le marché, c'est que d'abord, on a un focus sur les professionnels, c'est-à-dire les consultants, formateurs, entrepreneurs, ceux qui font la majorité des prestations aujourd'hui, ceux qui exécutent et qui soient indépendants ou salariés. On est aussi, de tout temps, on a proposé un système qui permet aux professionnels, aux consultants, à l'expert salarié dans une grande organisation de se faire reconnaître, de faire reconnaître son professionnalisme et sa qualité. La deuxième, c'est la compétence technique. Contrairement à la majorité de nos partenaires, et vous tous qui êtes des professionnels, vous savez très bien ce que ça veut dire, on a un recours accessoire à la sous-traitance. L'essentiel de nos prestations est fait par des salariés en termes d'audit. Donc, ce qui nous donne, ils ont un quota de 14 jours d'audit par mois à faire, et dans les 5-6 jours restants, ils ont des projets, des activités à mener au sein de l'ICPF, travailler sur les nouvelles certifications, vous appelez pour faire des enquêtes de satisfaction, se former, c'est ce qui fait qu'on a en interne une compétence technique et un niveau technique très élevé. Plus, vous avez 5 managers aujourd'hui qui pourraient faire de l'audit, dont moi qui n'en font pas, et qui se consacrent exclusivement au management ou au développement de cette compétence. Troisième argument, c'est la proximité territoriale. De par notre taille, donc il faut rapprocher ça de la taille et je dirais de notre capacité de déploiement, c'est-à-dire que là aussi, on a des auditeurs territoriaux, donc des salariés, mais aussi dans les zones plus éloignées où le nombre d'organismes de formation ne permet pas, pour le moment, d'avoir un salarié à temps plein. On a fait en sorte que dans l'immense majorité des cas, on a un auditeur à moins de 90 minutes de votre site, ce qui va diminuer les coûts de déplacement qui sont parfois très élevés. Alors, je ne dis pas que dans des zones comme Saint-Pierre-et-Miquelon ou Saint-Jean-du-Maroni en Guyane, on a un auditeur à 90 minutes. Hein. Il y a des zones, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les territoires outre-mer, où on n'a pas un auditeur à 90 minutes. Mais bon, dans la grande majorité des cas, que ce soit en Martinique, en Guyane, à La Réunion, on a en Guyane aussi, enfin dans les zones, je dirais, les plus accessibles, on a un auditeur et donc c'est très facile pour nous d'intervenir. Enfin, le NEC plus ultra, c'est là aussi c'est la plateforme Noé qui est un avantage décisif. C'est un avantage qui fait que quand on regarde nos prix ou nos devis en apparence, on n'est pas le moins cher. Je dis bien en apparence parce qu'il faut bien regarder les propositions. Mais ce qui est certain, c'est que de par Noé, on est le moins coûteux. Parce que la simplification, la gestion documentaire, qui est une vraie plaie dans les domaines de certification, donc la gestion de tous ces documents, est facilitée par cette plateforme que vous connaissez pour ceux qui sont certifiés chez nous et qui nous permet une grande vélocité et qu'on développe sans cesse. Donc là, aujourd'hui, on est à la version 3
on est en train de finir. On a 12 personnes à temps plein qui travaillent sur cette application et on va continuer à investir sur cette application pour qu'elle vous simplifie de plus en plus la vie et que vous puissiez vous concentrer sur la qualité et non pas sur la documentation du process de certification de votre qualité. Alors, si je continue cet exposé, pour vous rassurer d'avoir obtenu Calliope, donc on va repasser en revue les 7 raisons. Bon, Calliope, aujourd'hui, ça concerne votre organisme, ça vous concerne par vous, donc il faut bien faire la différence. Je vois certains d'entre vous, c'est sympathique, revendiquent Calliope comme une sorte de diplôme ou d'attestation d'une compétence personnelle. C'est pas l'objet. Calliope, ça concerne vraiment votre organisme et ça me permet de lancer le sujet de Fario, c'est-à-dire que là, de Florence, pardon, ça vous permet là aujourd'hui de vous créer une organisation, vous créez une entreprise et cette entreprise, elle a de la valeur. Vous voyez, et là, Calliope vous oblige, encore plus qu'avec le numéro de déclaration d'activité, de dire vraiment, il y a moi en tant que professionnel de la formation, il y a moi en tant que manager et il y a mon entreprise. Et l'entreprise, ça a de la valeur quand vous n'y êtes plus dedans. Voilà. Et donc là, vous avez une entreprise qui a un certificat qui lui donne de la valeur et ce certificat atteste que votre organisation répond aux exigences des clients. Et le référentiel décrit les exigences des clients étant représentés par les ministères, les partenaires sociaux, avec notamment les représentants des entreprises et des stagiaires. Ce certificat vous permet de rassurer a priori sur la capacité de votre organisme, de votre organisation à réaliser des prestations de qualité. Donc ça intervient en réassurance pour vos clients acquis et ça intervient en assurance pour les clients que vous ne connaissez pas encore. Alors tout le monde pense que c'est le seul prétexte, mais en fait c'est secondaire. La preuve en est que plus de la moitié des organismes de formation déclarés ne demandent jamais de financement. Mais ça reste un principe non négligeable avec une nuance que beaucoup n'ont pas compris, c'est que ça permet de demander, ça permet à votre client de demander le financement. Et qu'en France, l'organisation de la formation professionnelle est telle que pas un stagiaire, pas une entreprise, aujourd'hui pas un manager d'entreprise, pas le plus junior des responsables RH d'une entreprise ne va pas, s'il a une action de formation à organiser, demander le financement. Et si vous n'avez pas Calliope, votre client ne peut pas demander le financement. Depuis quelques années, le fait de ne pas l'obtenir, c'est un acquis. Bon, souvent, on ne l'obtient pas. On demande, mais on ne l'obtient pas. Mais le fait de ne pas pouvoir le demander parce que vous n'êtes pas certifié, parce que votre organisme n'est pas certifié, ça, c'est un frein important. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a un tel nombre de numéros de déclaration d'activité, parce que le numéro de déclaration d'activité jusqu'à présent permettait de demander le financement. Voilà. On a le record mondial du nombre d'organismes de formation grâce à ça. Alors, enfin, le certificat vous permet de positionner votre organisation sur les appels d'offres. C'est beaucoup plus percutant qu'une documentation, c'est beaucoup plus percutant qu'un CV. Ça permet lors des appels d'offres d'attester, et c'est une preuve. Et ceux qui traitent les appels d'offres ont besoin de preuves. Ils ne peuvent pas se contenter de votre prose. Alors, le cinquième raison, qui est une raison à part, c'est que, et ça beaucoup ne l'utilisent pas, c'est-à-dire que vous avez une approche qui consiste à bachoter pour avoir Calliope, à prendre des documents tout faits, à présenter quelque chose qui est complètement virtuel et qui ne correspond pas à votre réalité. C'est un calcul erroné. Ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que cette certification, cet audit, soit pour vous un outil qui vous permet de savoir où vous en êtes, où en est votre organisation par rapport aux exigences des clients, à plus de forte raison si c'est des collaborateurs si c'est des collaborateurs qui s'occupent de cette certification Calliope. Ça vous permet de situer votre organisation. Donc, c'est un moyen de contrôle. Et donc là, si vous êtes manager, ça vous permet de faire comprendre à votre patron que vous êtes dans les clous. Et si vous êtes patron et que vous avez un collaborateur, ça vous permet d'être sûr que votre collaborateur, il est dans les clous. Et tous les 18 mois, ICPF va contrôler la position de votre organisme par rapport aux indicateurs. Alors enfin, grâce à ICPF, vous voyez, c'est une entreprise aujourd'hui, on est 42 salariés avec un écosystème, 4500 à peu près certifiés, pro, CNEFOP,
et organismes de formation certifiés Calliope, c'est un réseau de personnes qui se connaissent, qui ont vécu la même épreuve, hein, parce que pour certains, le premier audit initial, c'est une épreuve, et donc vous avez des choses à vous raconter, et vous avez aussi beaucoup à échanger et à faire du business, et c'est l'objet du club des DBE, et je suis très content que Florence l'ait cité. Enfin, et ça c'est un constat, on a identifié cette 7e raison au fil des webinaires, c'est que vous avez Calliope permet de dynamiser votre équipe et votre activité. Ça, c'est un point très important aussi. C'est un challenge motivant pour vous si vous êtes organisé tout seul ou pour votre équipe qui est très fière d'avoir ce certificat. Voilà, alors maintenant on va parler de l'après Calliope. Alors vous avez, ça c'est l'ancien système, donc le 31 décembre, Néné va activer l'effet à 5 millions de dollars pour sans doute la dernière fois, puisqu'après on va rentrer dans cette situation-là. Donc vous avez la certification Calliope, qui est la certification unique, et ensuite vous avez la 3e marche, qui est l'offre de formation certifiante. Alors je passe sur la marche 1 et la marche 2, qui n'est pas l'objet de ce webinaire, mais bon, la marche 1 étant le numéro de déclaration d'activité. L'offre de formation certifiante, c'est-à-dire vous allez permettre à vos stagiaires d'activer leur CPF pour acheter votre offre, peut se faire en devenant certificateur professionnel, c'est-à-dire que vous déposez vos titres. Alors ça, c'est un accès de plus en plus restreint et c'est de plus en plus compliqué. Ou alors, vous devez nouer un partenariat avec un certificateur qui va vous permettre d'utiliser ces titres, en particulier son code CPF. Ensuite, vous avez 2 marches où là, on demeure dans la certification volontaire. Alors la certification volontaire, elle est volontaire, c'est-à-dire que vous pouvez vous engager jusqu'au moment où, comme pour Calliope, on décide que c'est obligatoire. Alors aujourd'hui, il y a 2 voies. Il y a soit la certification, je dirais, des personnes physiques qui interviennent, certification des formateurs au sens large. Donc ça, c'est la certification ICPF Pro qui vous permet d'attester de la valeur, du professionnalisme de vos intervenants. Et vous avez ensuite la certification internationale, parce que le problème de Calliope, c'est que c'est franco-français et que ça a pour effet de centrer l'organisme de formation sur le marché français, et ça ne lui permet pas d'aller à l'international. Donc là, on est dans une situation paradoxale d'entreprises qu'on n'oriente pas vers l'export, qui est la majorité des PME aujourd'hui. Si vous leur interdisez d'aller à l'export, elles n'existent plus. Hein. Les PME fait l'essentiel de son chiffre souvent à l'international, et il faut qu'on se développe là-dessus pour rééquilibrer notre balance des exportations. Et donc là, c'est des certifications internationales qui est, bon, il y a eu déjà une première, il y a la norme ISO 9001, il y a eu la norme ISO 29290. Maintenant, on a cette norme ISO 21001 qui vous permet de valoriser votre système de management en tant qu'organisme de formation. Donc là, on commence à avoir des demandes et il est question qu'ICPF lance une offre sur cette norme, une offre de certification. Alors sur Noé, voilà les évolutions. Aujourd'hui, la plateforme Noé, dans sa version 3, va vous permettre de gérer la surveillance et le renouvellement de votre certificat. Donc vous avez des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver au cours de 2022, notamment on va simplifier les demandes de modification de certificat, les pré-audits, et surtout on va lancer ce grand mouvement de planification des audits de surveillance. Sur 2022, il y en a 1200, et donc il faut bien les organiser parce que la majorité de ces audits sont des audits d'une demi-journée. Donc là, on est en train de finaliser les fonctionnalités sur ce plan-là. Ensuite, on va commencer le développement d'une offre qui pourra, je parle au conditionnel, comporter 4 extensions que je vais décrire plus tard. Et enfin, la plateforme Noé V5 de gestion de certification qualité pour pouvoir traiter tout type de certificat. Donc un mot sur Noé V4. En fait, voilà les domaines où on peut créer de la valeur avec vous en matière de formation. La première, c'est d'avoir Arch. Arch, c'est une extension qui permet pour les organismes de formation qui ont un grand nombre d'intervenants, au-dessus de 15, ça permet de gérer le référencement de ces intervenants à l'intérieur du groupe ou de l'entité, c'est-à-dire de faire en sorte que vous ayez un process de référencement et un dossier avec toutes les informations concernant l'informant et que ce dossier puisse être partagé. Donc, vous avez des groupes où il y a
70, 80 responsables de programme. Chacun a son fichier d'intervenant et ces fichiers ne sont pas partagés. Et le process de référencement d'intervenants n'est pas uniforme. Donc là, déjà, NAAME permet de faire ça et de collecter les documents. Ensuite, il y a l'expression du besoin et la soumission d'un besoin par l'ensemble des responsables de programme et qui permet de recueillir une proposition. Et donc de là, on va aller jusqu'à la fiche pédagogique, la planification des interventions, le recueil des fiches de présence, le recueil des feuilles d'évaluation, la validation de la facture de l'intervenant et l'envoi de la facture de l'intervenant dans la comptabilité. Donc ça, c'est un point stratégique pour des organismes de formation qui ont un grand nombre d'intervenants. Ensuite, on a un autre projet qui, lui, consiste à améliorer la qualité des contenus de formation. Donc, comme vous le savez tous, le contenu, c'est un peu le parent pauvre aujourd'hui des actions de formation. On fait beaucoup de jazz, d'improvisation. Et donc là, un outil qui permettrait de construire des supports et de les gérer et d'en, faciliter la diffusion et l'exploitation et l'évolution. Troisième axe stratégique, donc là c'est une plateforme de gestion de la qualité et de la gestion pour les consultants formateurs entrepreneurs. Vous animez des actions de formation, il faut que ces actions de formation soient animées de manière conforme et qu'elles produisent des documents. Et ces documents, nous les auditons. Donc là aussi, on s'est dit qu'on allait pouvoir faire une application qui permettrait d'être sûr que les documents sont conformes à la réglementation, ce qui n'est pas le cas, et d'être sûr que vous pouvez accéder facilement à ces documents. Dernier projet, c'est Ethan. Donc là, c'est pour ceux qui sont certificateurs professionnels. On a voulu profiter de l'expérience d'ICPF en matière d'émission de certificats de personnes et donc faire une application qui vous permet de recueillir l'inscription des stagiaires, de recueillir les résultats d'examen, de pouvoir donner une décision, d'émettre les certificats et aussi de gérer les référentiels de compétences de manière à ce que vous puissiez travailler normalement et que cette activité ne vous génère pas une paperasserie ou une manipulation extrême comme on peut voir dans certains organismes de documents PDF qui sont compliqués à faire évoluer et à gérer. Donc voilà les projets V4 qui devraient intervenir fin 2022. On devrait vous donner plus de nouvelles et fin 2022-2023. Et je passe la parole à Florence. Merci François. J'ai effectivement l'impression que c'est mon tour. Donc, je vais juste vous faire une petite présentation rapide, même si j'avais commencé à me présenter. Donc, Florence Fario, sur le plan professionnel, j'ai une expérience longue, nourrie et variée en tant que formateur et dirigeant actionnaire d'un organisme de formation spécialisé en fait dans le domaine de la finance. Alors, au-delà du monde de la formation continue, comme vous pouvez le voir, je suis intervenue au moins pendant 10 ans dans le métier du M&A. Alors, voilà déjà un premier acronyme, il y en a beaucoup en finance. Donc le M&A, c'est le conseil en transmission d'entreprise à l'achat ou à la vente, donc 10 ans pour accompagner des acquéreurs ou des vendeurs sur des cibles de taille PME. C'est important, on y reviendra un peu plus tard. 2 ans d'expérience en tant qu'investisseur. Donc là, le métier de l'investisseur, c'est pas la conseil, c'est quelqu'un qui met de l'argent au capital des entreprises, donc qui prend du risque et qui devient actionnaire, toujours dans un contexte de PME. Une expérience avérée du contexte PME. Alors, je peux déjà vous le dire, sur la thématique qui a été choisie et qui est tellement riche, gardez déjà à l'esprit que dans tous les métiers de la finance, la taille a un impact sur tout ce qui va suivre. On parlera de valorisation, on parlera de risque. En matière de transactions et d'entreprise, la taille, c'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit. J'y reviendrai donc. Si vous êtes un tant soit peu curieux, je vous ai rappelé le site FL Finance.
vous allez sur Internet et vous trouverez tout ce qu'il faut sur notre bonne maison. Voilà, donc finance, 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 ça tombe bien parce que c'est le sujet de cet après-midi, qui pour certains d'entre eux peut être à l'ordre du jour et qui est de très gros impacts dès lors qu'on est actionnaire et ou dirigeant d'une entreprise. Et là, effectivement, on a fait un focus sur le métier de la formation. Attends, reviens un peu en arrière. Voilà. Donc là, le sujet, évidemment, ça peut, en fonction de vos questions, on peut donner une coloration un peu différente, mais le point central, c'est comment valoriser au mieux un organisme de formation dans un contexte de cession ou d'acquisition. Donc on est bien sûr l'après Calliope, on a fait de gros efforts, voilà, on a franchi une étape. À quoi bon tout ça? Ben, on fait plaisir aux clients, on répond aux besoins des clients, mais ça peut être aussi une occasion de créer de la valeur, une expression qu'a déjà utilisée François juste avant. Donc là, je vous ai rappelé le process en fait, hein. François, en matière de Calliope, vous a parlé de process. Calliope, c'est la validation d'un process de qualité. Eh bien, figurez-vous que quand on vend ou on achète une entreprise, on a aussi un process long, rigoureux, coûteux, risqué. Alors évidemment, surtout risqué pour l'acquéreur, mais il y a aussi de la prise de risque du point de vue d'un vendeur qui met sur le marché sa société, qui est le fruit du travail de toute une vie pour certains d'entre nous, hein. Donc c'est une décision à fort impact. Voilà. Et donc ce process, il faut le connaître, il faut y aller pas à pas. Alors notamment, une des étapes du process qui est majeure de mon point de vue quand on est à l'achat, quand on est acquéreur, c'est pourquoi faire des acquisitions. C'est un processus long, coûteux, risqué. À quoi bon prendre du risque? Pourquoi je veux grossir? Pourquoi je veux grandir? Donc vous voyez, en amont même de ce process, vous avez une étape qui est majeure, c'est comment s'inscrit une acquisition éventuelle dans ma stratégie plus générale. Si c'est de l'opportuniste, c'est pas bon. Si c'est pour votre ego, c'est pas bon. Enfin, ça peut être super, mais votre projet, il est plutôt mal né, hein. Donc d'abord, si jamais on se rencontre demain et que vous m'expliquez, je veux racheter une boîte dans la formation continue, je vous dirai pourquoi. C'est quoi votre stratégie et en quoi ça va vous aider à développer votre stratégie globale. Donc, vous voyez déjà le premier point, le premier bloc, il manque cette première étape, cette pré-étape majeure, c'est tranquillement, dans le secret de son cabinet, voilà, ma stratégie générale, c'est ça, et qu'est-ce que va m'apporter une stratégie d'acquisition en plus, aller plus vite, baisser les risques, que sais-je. Là, je précise que ce document, il est sourcé au niveau de l'AFIT. L'AFIT, c'est l'association professionnelle des conseils intermédiaires en transmission d'entreprise. Donc, vous voyez, eux, ils ne sont pas là pour se poser la question, hein, ils sont là pour vous accompagner à faire. Donc, la première question, elle n'est pas là. D'où ce process un peu tronqué sur sa partie amont. Voilà, donc ce qu'il faut, vous aurez le temps de regarder par le menu ce serpent de mer. Ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit quand on est dans une posture d'acquéreur potentiel, c'est un process long qui se prépare en amont. En règle générale, ça ne se fait pas à chaud, ça se fait à froid, ça s'anticipe. Ça nécessite des compétences variées. Donc, est-ce que j'ai bien les compétences? Sinon, il faut compléter la raquette à fort enjeu pour les parties prenantes. L'acquéreur va prendre du risque, max, et le vendeur, il ne faut pas qu'il se trompe d'acquéreur. Alors, j'ai très peu de temps pour décrire, je dirais, tous les enjeux. J'imagine, et Néné m'a fait passer un certain nombre de vos questionnements amont. J'ai vu que certains d'entre vous étaient intéressés par le sujet de la valo. Tu m'étonnes, hein, c'est un peu le cœur du sujet quand même, hein. Voilà. Donc soyons pragmatiques. J'ai envie d'acheter, j'ai envie de vendre. Combien? Pognon, hein. Voilà. Alors évidemment, il y a le business, il y a plein de choses, on pourra en parler, mais je pense qu'il faut avoir les idées claires sur, dans un contexte de transaction,
Je ne dis pas dans un contexte de donation à des enfants ou à des accords entre amis, et encore quoique, c'est dans un contexte de transaction, quand il va y avoir une bagarre sur le prix, on va être dans un prix de marché, un prix fair, comment on valorise une boîte, quelles sont les techniques. Et de là va découler ensuite une slide ou deux sur, au fait, je suis dirigeant actionnaire d'une boîte, je n'ai pas envie de vendre tout de suite, mais Florence a bien dit que, et je m'en doutais, il faut raisonner en amont et anticiper. Comment faire pour créer de la valeur dans une optique de cession? Alors, bonne nouvelle quand même, hein, parce que certains autour du micro pensent peut-être que leur boîte elle est invendable. Écoutez, on va discuter de tout ça. Alors, revenons-en à notre fil rouge, la valeur. Comment on fait pour valoriser une boîte? Vous avez 3 types de raisonnement qui sont en silo, hein. C'est pour ça que je suis très visuelle, je vous les ai présentés en silo. Première approche, on appelle ça dans nos métiers une approche patrimoniale. On va dire qu'une société vaut ce qu'elle a accumulé. Et quand on parle d'accumulation, on parle des résultats qui ont été faits, en supposant que ce sont des bénéfices, et qui n'ont pas été distribués à titre de dividendes. Si vous avez un petit peu de notion en comptabilité, si vous visualisez un bilan, vous avez colonne de gauche, les actifs avec en bas total des actifs, et à droite, vous avez total des passifs, et tout en haut à droite, vous avez ce qu'on appelle les capitaux propres. Dit très rapidement, dit un peu cruellement, une société vaut ses capitaux propres comptables. PIM, c'est le premier raisonnement. Deuxième raisonnement, toujours en silo. Ça n'a rien à voir. Une société va valoir cher parce qu'elle aura de très belles marges. Plus une société sera rentable, plus elle vaudra cher. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle avait accumulé. Peut-être que grand-papa avait accumulé, on s'en fout. Ce qui importe, c'est aujourd'hui elle est rentable. Vous voyez la formule, elle est extrêmement simple à comprendre, un peu plus délicate à mettre dans la réalité, à mettre en œuvre, mais voilà la formule. Une société vaut X fois son EBE. Alors, EBE, un autre acronyme, hein, c'est l'excédent brut d'exploitation. Vous prenez votre liasse fiscale. Alors, bonne nouvelle d'ailleurs, l'EBE n'existe pas sur la liasse fiscale, il faut le recalculer. Donc, pour faire encore plus simple, vous prenez votre liasse fiscale, vous vous arrêtez à la ligne résultat d'exploitation, et bien voilà, bonne ou mauvaise nouvelle, dépendant du niveau de rentabilité de votre entreprise, une société, votre société, vaudra X fois son résultat d'exploitation. Et là, on va être un peu plus fin. Ce qu'achète un acquéreur, ce n'est pas un point, c'est une tendance, c'est une ligne, c'est une récurrence. Oh, le vilain mot. En finance, c'est très important. On ne se contente pas de la compta. Nous, ce que l'on veut, c'est un agrégat récurrent. Donc, vous prenez votre liasse fiscale, vous regardez le résultat d'exploitation. Si tous les ans, c'est le même, on va dire qu'a priori, c'est votre assiette récurrente. Et sur cette assiette récurrente, on va appliquer un coefficient. Alors, je vous vois déjà en disant lequel, don't worry, be happy, ça vient. Je vais en parler. Donc, vous voyez, vous prenez votre liasse fiscale, résultat d'exploitation, c'est fourni obligatoirement par la compta, et sachez que ce résultat d'exploitation, on va lui appliquer un coefficient, et ça va vous donner ce qu'on appelle dans notre jargon la valeur d'entreprise. C'est un mot très technique, c'est un concept en finance, et avec nos mots bleus, en français dans le texte, c'est la valeur de votre business. Une fois que vous avez la valeur de votre business, que nous on appelle VE, valeur d'entreprise, vous devrez encore défalquer DFN, la dette financière nette, c'est-à-dire que votre boîte, si vous l'avez développée uniquement avec de la dette bancaire, mauvaise nouvelle pour vous, votre business, il vaut peut-être très cher, mais on va déduire toute la dette vis-à-vis des banques. Par contre, si votre business, il vaut 500 000 euros et que vous avez 300 000 euros de cash dans la société, vos actions vaudront 500 000 plus 300 000. J'ai fait un petit exemple après, ça permettra de fixer les idées. Ça, c'est la méthode la plus utilisée. Approche par les multiples. Votre société vaut X fois son EBE
moins la dette nette, Y fois son résultat d'exploitation moins la dette nette. La troisième, qui est plutôt réservée pour les grandes entreprises, c'est encore un autre raisonnement. Une société vaut par sa capacité à générer des cash flows. Alors, peut-être que certains d'entre vous me disent « Oups, c'est quoi un cash flow ?» Un cash flow, un flux, c'est une génération de trésorerie. Donc là, c'est pareil. Plus votre société aura des performances récurrentes, plus elle sera grande, plus on aura tendance à aller chercher ce type de raisonnement. Et là, on dira, la société, elle ne vaut pas X fois son résultat d'exploitation de l'année 2021. On fera une projection sur du très long terme et on fera l'addition de tous les cash flows futurs que votre société est capable de générer. Donc, vous voyez, c'est des approches absolument différentes et selon la typologie et le contexte de votre entreprise, on aura tendance à prendre la première, la deuxième ou la troisième méthode. Retenez à ce stade que la méthode universelle, c'est la méthode qui est au centre de cette slide. Alors, tout ça, c'est du verbe, hein, c'est un peu de mousse. J'ai essayé de vous donner un petit exemple terre à terre. Il faut savoir être pragmatique, surtout sur ces sujets. Alors, ce n'est pas un exemple réel, hein, je vous ai pris un exemple comme ça, chiffré. Le haut de ce tableau, c'est un bilan. Donc, j'ai imaginé que vous étiez propriétaire de votre bâtiment, ce qui est rare dans nos métiers, mais pourquoi pas. Bâtiment 100 000. Vous avez un compte client, un poste client de 100 000. Vous avez de la trésorerie sur votre compte bancaire. Voilà le total de l'actif, 650 000. Et de l'autre côté, vous avez des capitaux propres, des dettes bancaires, des dettes d'exploitation. Combien vaut ma société? Vous vous souvenez de mes 3 silos? À gauche, vous aviez approche patrimoniale. Vous vous souvenez, une société vaut combien? Petit effort de mémorisation. Alors, je n'ai pas de questions, mais vous auriez pu avoir des réponses. Est-ce que quelqu'un ose répondre? Est-ce que quelqu'un sort du bois, se mouille? Je ne sais pas, j'en vois pas. Alors, je vous donne la réponse. Il y a eu un retour 200 de Patrick Avenir. Ok, Et bon, d'autres alors, réponses, les capitaux propres. Hein. ok, nous avons des gagnants, c'est super. So far, so good, j'ai été assez clair. Donc, effectivement, la première réponse, si vous êtes acquéreur, vous regardez, vous découvrez une société, vous prenez le bilan, vous ne regardez pas le compte de résultat, ça va choquer le vendeur. Hein. Vous regardez le bilan, capitaux propres, paf, donc c'est rapide. Hein. À quoi ça sert de payer un conseil pour vous dire ça? Hein. Voilà, capitaux propres 200 000. Donc ça, c'est la porte d'entrée de la valeur dans cet exemple. Après, la colonne du milieu, je vous avais parlé d'une approche par les multiples. Donc là, on va avoir besoin du compte de résultat. Donc, je vous ai agrafé le compte de résultat. Ici, vous avez un compte de résultat. Je vous ai mis, alors ce n'est pas une liasse fiscale, hein, là, ça serait l'expert comptable qui vous aurait donné ce document parce que vous voyez que ici, le compte de résultat fait apparaître EBE, que nous, on appelle aussi à Paris, hein, parce que souvent, on fait nos Parisiens EBITDA. Là, l'expert comptable nous a sorti EBE EBITDA 70 000. Alors, je fais appel à mes auditeurs, hein, pareil. Dans vos chats, chers amis, combien vaut cette boîte? Je vous aide. Hein. La société vaut X fois le BE moins la dette financière nette. Alors, si je vous dis que le X, admettons, ça soit 3. Comme ça, on calculera de tête. Combien vaut cette société? Alors, le business... J'ai un Marc Lamberet 10. François? Alors, j'ai une réponse à 10? Ah oui, 3 fois 7, 200, 3 fois 70, 210 moins 200. Donc ça fait, c'est ça. Alors, je n'ai pas fait le calcul d'ailleurs, hein, donc je pousse dans vos retranchements et je n'ai même pas la solution, mais je n'ai pas la calculette à la main, mais on va faire le raisonnement ensemble. Combien vaut cette société? Eh bien, vous voyez, en fait, le business en lui-même, ce que l'on appelle, nous, la valeur d'entreprise, c'est X fois le BE. Je vous ai imposé un X à 3, comme ça on calcule de tête facile. 3 fois 70 égale 210, ça c'est la valeur de votre business, sans se préoccuper de savoir ce qu'il y a au bilan.
Mais au bilan, il y a peut-être de la dette ou du cash. Donc, Ah bah oui, 3 fois 70, 210, ça c'est la valeur du business, moins la dette financière nette. Donc, on va dire valeur d'entreprise, la valeur du business 210, 210 moins 300 plus 150. Et là, vous savez maintenant dire combien vaut une cible 60, qui a, voilà, donc 210 moins 300 plus 150. 60. Voilà, je ne sais pas calculer, mais voilà, Ouais, François, il 60. calcule. Alors, je suis l'exemple de la financière qui ne calcule pas de tête. En Ok. plus, j'ai le casque, donc voilà, là, je suis en pilote d'A380. J'ai changé de métier. Voilà, donc là, vous voyez, on a appréhendé très facilement, approche patrimoniale, la société vaut ses capitaux propres comptables 200 000 et approche par les multiples, la société vaut 3 fois 70, c'est-à-dire 210 000, moins 300 les dettes vis-à-vis des banques, plus 150 le cash. C'est une autre façon. Alors, Il y a une question, malheureusement, il y a une question de Claire Alice Bottiot qui dit pourquoi pas 450 de dette financière? parce que si vous payez un conseil pour vous expliquer, c'est qu'il y a quand même un petit peu de complications. Quand on parle de moins la dette financière nette, c'est-à-dire qu'on ne déduit pas toutes les dettes. Il y a deux types de dettes. Il y a les dettes vis-à-vis des banques, celles qui coûtent des intérêts qui se remboursent, et il y a les dettes d'exploitation. Et la première chose à bien comprendre si vous vous lancez dans des acquisitions pour analyser le risque, la performance, la structure financière et le prix, il faut être capable de bien distinguer les dettes. Quand on va de l'autre côté à droite du bilan, il y a les capitaux propres et les dettes. Et les dettes, il y a deux types de dettes. Il y a les dettes vis-à-vis des banques et il y a les dettes d'exploitation. Le trésor public, les cotisations sociales, les fournisseurs, les provisions pour congés payés, tout ça. Donc, il ne faut absolument pas franchir le Rubicon. C'est deux dettes qui n'ont rien à voir. Et pour déterminer le prix, c'est la dette financière nette qui nous intéresse, c'est-à-dire toutes les dettes vis-à-vis des banques, moins le cash à l'actif s'il y en a. Et il ne faut surtout pas mélanger. Alors, dans tous ces raisonnements, quand on est à l'achat ou même vendeur, c'est pareil pour dire la valeur. Il y a une autre notion que je n'ai pas du tout envie d'aborder ici, c'est la notion de BFR. Et c'est la notion de BFR qui va aller chercher les dettes d'exploitation. Mais il ne faut surtout pas mélanger les deux. Ça n'a rien à voir. Enfin, il y a des passerelles, mais pour simplifier, j'oserais dire que ça n'a rien à voir. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Et vous voyez que dans mon exemple, je n'ai absolument pas illustré la troisième voie dans mes silos verticaux. Le silo de droite, si vous vous souvenez, c'était la valorisation par les flux. Comme je vous ai dit que c'était plutôt adapté à des très grandes entreprises, alors on aurait l'occasion d'en discuter longuement, on peut adapter bien sûr, mais là, je ne voulais pas illustrer. Et en plus, là, pour le coup, c'est une méthode qui est très technique et je n'avais pas envie de vous perdre sur du décortiquage de chiffres à ce stade. Des questions qui arrivent. Une de Frédéric Balner. Faites-vous la différence entre la trésorerie d'exploitation et la trésorerie excédentaire? Ah, mais il est trop malin, lui. Quel est son nom? Fred- Alors, mon cher Frédéric, alors moi je suis très cartographie, hein, je vous classerai dans la catégorie des personnes averties, c'est-à-dire qu'on sait déjà un petit peu. Au niveau de Calliope, on dirait que vous êtes au niveau 3. Voilà. Alors, très bonne question. C'est très piégeux. Dans la partie une société vaut X fois son EBITDA moins la dette nette, quand vous allez faire une offre qu'on appelle une LOI, une lettre d'intention, vous allez proposer au vendeur X fois l'EBITDA et vous allez mettre une petite astérix EBITDA retraité, of course. Moins la dette financière nette, deuxième astérix, dette nette retraitée, bien sûr, obviously. Et comprennent qui pourra. Alors, pour revenir précisément, j'échappe pas à la question, sur le cash au 31 décembre à l'arrêté des comptes sorti par la compta, le cash réel pendant toute l'année et qu'avait-il dit, le cash surplus, vous ne l'aviez pas appelé comme ça, mais c'était ça un peu l'idée, la trésorerie excédentaire. Alors, vous voyez, là, il y a déjà trois types de cash. Il y a le cash au closing,
C'est le 31 décembre, oui, il y avait 150 000 € sur le compte. Mais peut-être que le lendemain, vous avez fait la paye. Et peut-être que le lendemain, sur le compte, vous aviez moins 20. Bah alors, Florence, la valeur, elle dépend si je vends le 31 décembre ou le 2 janvier. Le 2 janvier, c'est mon anniversaire, donc ça vaut plus cher. Mais voilà. Donc, le cash, attention, le cash, c'est extrait du bilan, c'est à une date donnée, et selon la date, le cash varie, comme les femmes, femmes varient. Donc, il y a le cash à la clôture. Il y a le cash moyen sur l'exercice. Si vous êtes sur un métier cyclique et que votre chiffre d'affaires ne se génère pas régulièrement tous les mois, le cash à la clôture, faut surtout pas prendre le cash à la clôture. Parce que dans un métier saisonnier, on choisit la date de clôture là où on a le plus de cash. Donc si vous êtes acquéreur, vous allez surpayer. Oups. Et il y a une dernière notion, c'était celle que vous évoquiez, Frédéric, c'est le matelas de cash. C'est un concept fort en finance qu'on appelle le cash surplus. Le cash surplus, c'est le matelas des grands-mères. C'est le niveau le plus bas de la trésorerie que l'on conserve toute l'année. Donc, si toute l'année, j'ai à minima 30 000 € de cash, le matelas de cash, c'est 30 000. Et je suis désolée de vous dire qu'en matière de valeur d'entreprise, la notion la plus fine que l'on devrait utiliser pour définir la dette financière nette, c'est le cash surplus. Virgule, qu'on a beaucoup de mal à faire passer aux vendeurs. Donc là, c'est plus un problème de technique, c'est un problème de négo. J'espère que j'ai répondu à la question. Il y avait d'autres questions sur ce sujet? C'est marrant, hein, mais dès qu'on parle de prix, ça excite un peu les foules. OK. On avance? Alors, donc là, maintenant, vous avez la technique. C'est comment je fais des additions et des multiplications. OK, bienvenue au club. Après, qu'est-ce qui fait que si je me mets dans le silo central, approche par les multiples, la méthode la plus communément utilisée, vous devriez me poser comme question, mais Florence, c'est quoi le chiffre magique? Le coefficient qu'on va appliquer à l'excédent brut d'exploitation, à l'EBE, c'est 3, c'est 5, c'est 7, c'est 10, c'est 15, c'est 20, c'est combien? Et là, vous avez déjà des dollars dans les yeux. Alors, je vous fais une réponse de jésuitain. Ça dépend. Et ça dépend de plein de trucs. Alors, pour faire court, on va essayer d'y aller par étapes. Pour faire court, vous voyez, le premier plot, c'est la taille. La taille a un impact majeur sur toute chose en finance. En premier lieu, la valo. Mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous autour du micro, plus c'est petit, moins ça vaut cher. Plus c'est gros, plus ça vaut cher. Donc en finance, la taille en soi, la taille crée de la valeur. C'est un peu pour ça que je suis là à vous parler dans le micro. C'est un peu le message que je vous passe. Regroupez-vous, grossissez, toutes choses égales par ailleurs, ça crée de la valeur. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est dans un monde occidental, big is beautiful, c'est simplement qu'en finance, on considère que la taille permet de diversifier les risques. Nous, en tant que conseil, quand on accompagne des clients à l'achat et que la cible est une PME, première question, le premier client représente quelle part de votre chiffre d'affaires? Et surtout de votre marge? 50%? 40%? Oups! Mon pauvre ami, votre boîte, elle ne vaut pas grand-chose. Donc, plus c'est petit, plus on a une concentration des risques forte sur deux sujets. Le premier, c'est le chiffre d'affaires dépend très fortement d'un client. On n'a plus de boîte. Et vous avez une autre concentration des risques majeure, c'est le dirigeant. Plus vous allez avoir du one-man show dans une société, moins la société vaudra cher. Donc, gardez ça en tête. La taille joue en faveur des grands au détriment des petits. Si on tourne la roue vers la droite, les risques à même taille, plus c'est risqué, moins ça vaut cher. Parce qu'un financier, c'est comme une maison. Vous achetez une maison, si vous voyez qu'il y a une fissure sur la façade, vous allez avoir un peu de stress, vous la payerez moins cher que si, voilà, il y a moins de coups de cœur quand il y a plein de risques. Donc quand on est à l'achat, pour une taille donnée, ce qu'il faut regarder, c'est les comptes, mais c'est aussi les risques. Quel type de risque? J'aurai une slide pour vous détailler un peu ça juste après.
très important pour la valo, parce que ça découle du risque, la récurrence. À même taille, à même type de risque, plus votre chiffre d'affaires il est récurrent, plus c'est de l'or en barre. Donc c'est clair que les business models de certification, par exemple, vous avez des contrats à 3 ans, ça c'est bon. Moi j'ai des clients, ça parle à François, vous ne le voyez pas, mais là ça parle. J'ai des clients dans le transport, ils ont des contrats à 5 ans. Bah, c'est bon ça. Alors malheureusement dans le transport, ils n'ont pas beaucoup de marge. Donc vous voyez, si vous êtes vendeur, bah, faut voir ce que vous mettez en avant. Si vous n'avez pas beaucoup de marge, mais que vous avez des contrats longs, miam. Alors l'acquéreur, il aura beau jeu de vous dire, ouais, mais vos marges, elles sont pas terribles. Ouais, d'accord, mais j'ai des contrats longs. Donc plus c'est récurrent, mieux c'est. Prouvez que vos clients sont fidèles, même s'il n'y a pas de contrat pluriannuel. Si vous arrivez à prouver que le contrat, là, il n'y a pas de contrat, mais ce client, il est là depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 10 ans, d'une certaine manière, ça vous comptera. Donc prouvez la récurrence. Un acheteur achète des années de marge. Plus le risque sera bas, plus il sera capable de vous offrir un X fois le BE élevé. Alors, comme la valeur c'est X fois le BE, bah, plus le BE il est élevé, mieux c'est. Hein. Donc ça, vous n'avez pas besoin de moi pour que vous l'imaginiez. Plus votre business est rentable, plus ça attirera des acquéreurs et plus il vaudra cher. C'est l'assiette qui est importante. Tout à l'heure, je vous parlais du multiple appliqué à l'assiette. Alors, quand on parle de récurrence, on a plutôt tendance à regarder le passé, hein, la performance passée. Il y a aussi évidemment le potentiel. Un acquéreur, ce qu'il achète, c'est pas ce qu'a fait grand-papa. Hein. Grand-papa, il avait de belles moustaches, on est content pour lui, mais l'acquéreur, il achète du futur. Donc, il faut marquer, effectivement, quand on est vendeur, il faut mettre en avant le potentiel de votre société. Et plus elle aura du potentiel, mieux ce sera. Alors, typiquement, dans nos sujets, hein, dans le métier de la formation continue, vous avez réussi à inscrire un parcours long de formation au répertoire spécifique, et bien là, vous avez donné de la valeur à votre boîte. Parce qu'on peut présumer qu'il va y avoir de la récurrence, que vous allez peut-être nouer des partenariats, donc il y aura encore plus de chiffre d'affaires sur le même parcours, etc. etc. Miam, vous vendez de la récurrence, vous vendez du solide. Les actifs. Alors, vous êtes un peu trop nombreux autour du micro, mais j'aimerais vraiment tellement vous entendre. C'est quoi les actifs en formation? Un acheteur, est-ce qu'il achète du résultat? Est-ce qu'il achète des actifs? Le vendeur, qu'est-ce qu'il vend? Ah là, une boîte. Donc, vous voyez, là, on revient sur le premier silo. Une société vaut ses capitaux propres, vaut par la qualité de ses actifs. Alors, François est très contributeur aujourd'hui. Hein. La marque, François nous dit la marque, bien sûr. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez avoir une marque. Tout dépend de la notoriété de la marque. Hein. Alors, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais si, BNP à ouais. une époque avait fait une pub Votre argent nous intéresse. Ça a été terrible. Ils ont perdu plein de clients. Hein. Tu sais, c'est celui qui veut te piquer ton pognon. Voilà. Donc, la marque, très long à construire, très rapide à dégringoler. Oui, la marque, ça peut valoir quelque chose. Vous avez d'autres idées? Qu'est-ce qui fait la valeur? C'est quoi les actifs d'une Là, société? le, la méthode validée, c'est-à-dire la marque en tête, j'aurais Segos par exemple, bon, c'est une marque à de la valeur. Et puis sinon, il y a des organismes de formation qui ont des marques, la marque Processcom par exemple, Process Communication, ça a de la valeur, c'est connu et la société qui l'exploite, Keller Communication, en tire un bénéfice important. Voilà. Ça me paraît être des actifs en formation. Ouais. OK. Ouais. On a des retours qui rejoignent en effet les réponses de François. Il y a la marque, il y a la méthode validée, donc Claire Alice Bottiot. Il y a Patrick Avenia, les ressources pédagogiques.
Yazouer, Ghana, les actifs, donc patrimoine immobilier, matériel, salle de formation, l'image de marque de l'entreprise, etc. Uber Eats, valeur immatérielle. Donc voilà les retours. Ok, ok. Alors, on va aller un peu plus loin, mais alors, quand vous avez dit par exemple bâtiment, bien sûr, là on est dans un cas classique, on n'est pas nécessairement dans les spécificités de la formation continue. Dans n'importe quelle boîte, si on est propriétaire de son bâtiment, en soi, le bâtiment, il a une valeur. Si vous regardez par exemple dans l'exemple de l'ICPF, Noé, c'est un outil informatique, ça peut être un plus aussi qui se valorise. Alors, pour nous, les organismes de formation, Calliope, c'est un actif incorporel, hein, et toute la démarche de certification, c'est un actif. Alors, j'ai bien aimé aussi la réponse, les ressources pédagogiques. Vous voyez qu'un acheteur, s'il achète un organisme de formation et que l'organisme de formation est propriétaire de toutes ses ressources, des PowerPoint, des cas pratiques, des vidéos, des MOOC. En fait, il achète des contrats et il achète des clients, mais il achète aussi tout le matériel qui est déjà fait. A contrario, si vous achetez un organisme de formation et que c'est les formateurs qui sont propriétaires de tout leur matériel, ça veut dire que vous avez toujours les clients, mais il va falloir refaire ex nihilo tous les supports. Donc, ce n'est pas la même chose. Et ça, de mon point de vue, dans les organismes de formation, ce n'est pas du tout mis en avant. Alors, si on était un peu plus malin et un peu plus financier, à chaque fois qu'on développe un support de formation, on devrait quasiment le mettre à l'actif et faire apparaître que ça a une valeur. Parce qu'on l'utilise pendant plus d'un an, etc., même si après on le met à jour. Mais ça, c'est un actif immatériel qui est, de mon point de vue, hyper important. Alors après, ça dépend de la façon dont vous faites votre métier de formation continue, mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Donc là, vous voyez, je me suis à moi-même posé la question à l'envers, hein, qu'est-ce qui fait la valeur d'un organisme de formation? Rappelez-vous que si vous êtes dans une posture de vendeur, il faut anticiper la cession et c'est plusieurs années avant qu'il faudrait, dans l'idéal, se dire, voilà, pour créer de la valeur, bon, là, je me suis fait plaisir, j'ai fait de la formation, etc. Mais dans une optique de cession, qu'est-ce que je dois mettre en avant? Où est-ce que je dois enfoncer le clou ou, ou, euh, ou limiter un peu les dégâts dans une optique de cession? Alors, excusez-moi, je vous ai fait un espèce d'inventaire à la Prévert. J'ai listé ce qui, pour moi, dans nos métiers, a un impact majeur. Donc, je suis dans la partie de gauche, taux de sous-traitance. Un acquéreur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lui, ce qu'il achète, c'est des clients. Si vous êtes uniquement en sous-traitance, l'acquéreur, qu'est-ce qu'il va racheter? Si ça se trouve, l'autre organisme de formation va dire: «Ah bon, il vient de se vendre à un tel, bon, on arrête de l'utiliser». Enfin, voilà. Donc la première des choses, je pense, à faire en tant que responsable d'un organisme de formation dans une optique de cession, c'est de développer le chiffre d'affaires direct. Ça, c'est un indicateur clé. Quel est le chiffre d'affaires direct fait par tel organisme de formation? Là, vous avez un actif en fait, hein, voilà. Nombre et récurrence des clients. Alors pourquoi le nombre? C'est à cause du risque. Vous vous souvenez, une société qui aurait un premier client qui fait 40% du chiffre d'affaires, oups pour la valeur, hein. Parce que si le premier client part, on va être vraiment très mal. Donc le nombre de clients, et ce que l'on va vérifier en tant qu'acquéreur, c'est la diversification du portefeuille client. Et la récurrence des clients, encore une fois, même si vous n'avez pas de contrat pluriannuel, si le client revient tous les ans, c'est super. Et on sera fondé à payer un multiple plus élevé. Qualité, nombre, récurrence des contrats, c'est exactement le même sujet. Alors, il faut faire attention aussi, si l'organisme a 4 clients, mais que les 4 clients font partie d'un même groupe, en termes de risque, on aurait plutôt tendance à consolider et à visualiser un risque unique. Donc, en termes d'audit, faut être attention dans la façon de préciser les questions.
Alors, facilité d'obtention de la certification Calliope, Néné très finement m'a demandé de préciser ce point. Ce que je voulais dire par là, alors, je suis d'accord avec François, hein, obtenir la certification Calliope, ça donne de la valeur, etc. Pour un acquéreur, ce qui est très intéressant aussi, c'est OK, j'achète un organisme certifié Calliope à minima. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder de quelle manière il a obtenu sa certification. Est-ce que au premier audit, il a eu 4 non-conformités majeures, 3 mineures, etc. ou est-ce qu'il l'a eu direct? Donc ça peut un peu vous éclairer aussi sur la maturité de l'organisme en termes d'appréhension de la qualité. Donc finalement, la démarche Calliope nous intéresse en tant que formateur et nous donne une information extrêmement intéressante. Pardon. Oui, je peux apporter un témoignage. Il y a un de nos certifiés Calliope qui vient de céder son organisme de formation. Et je dirais, ça illustre deux critères, hein. Le premier, c'est que pour l'acquéreur, c'était très important que la certification Calliope soit maintenue, transmissible. Donc, on a fait une attestation pour préciser les conditions dans lesquelles la certification Calliope sera maintenue. Et en l'occurrence, c'était le fait que le périmètre de certification ne change pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas l'acquéreur n'ait pas eu lui-même une activité de formation qu'il aurait transférée sans audit sur l'activité acquise. Donc ça, c'est le premier point. Donc la certification Calliope a servi à valoriser l'organisme. C'est très important pour l'acquéreur d'avoir la certification. Et le deuxième critère, c'était l'absence de one-man show, où là, c'est plutôt dans l'autre sens, où pour le coup, le cédant, c'était vraiment le one-man show, et il y avait forcément des questions sur le fait qu'il reste dans la structure pour assurer la transition, parce que c'est lui qui faisait tout, et notamment les interventions. Voilà ma contribution. Alors, si je rebondis là-dessus, effectivement, j'ai laissé en bas ce qui était le plus critique, en bas à droite, la taille et l'absence de one-man show. Donc là, je dirais sur les sujets qu'on évoque là cet après-midi, il y a en gros deux contextes. Il y a un contexte d'organisme de formation, d'actionnaires, de dirigeants actionnaires un peu monoformateurs. Donc c'est l'homme orchestre ou la femme orchestre. C'est un expert hein, qui a créé sa boîte et qui a une bonne notoriété dans son domaine. Ça, ce sont des sociétés qui sont difficiles à vendre. Et effectivement, l'acquéreur imposera obligatoirement aux dirigeants formateurs de rester, d'accompagner. Il y a même certains clients qui vont dire si le formateur change, moi, je ne vous suis pas. Donc, la cession risque de faire perdre du chiffre d'affaires. Donc là aussi, il y a une histoire d'âge. C'est voilà, je suis actionnaire dirigeant de ma boîte, j'ai un projet de la vendre. Quel est l'âge optimum? Voilà, il faut s'y prendre aussi en avance parce que plus vous êtes sur un petit organisme, plus si vous voulez transformer en liquidité, rendre liquide votre patrimoine, il est évident que l'acquéreur vous obligera de rester quelque chose du type 2 ans. Alors que si vous êtes avec un organisme déjà de taille plus évidente, avec une infrastructure, avec une équipe, multiformateur, l'acquéreur vous demandera une transition de 6 mois classique, pas plus. Donc je confirme ce que disait François, plus la boîte est petite, plus elle est sur du one-man show, plus la valeur est intimement liée à la personne. Donc de fait, la cession va se faire en 2 temps. Vous pouvez très bien vendre 100% de vos actions ou de vos parts là, maintenant, tout de suite, mais on va vous obliger effectivement de continuer à contribuer, à animer, à maintenir la relation client. Et d'ailleurs, assez souvent, vous allez avoir ce qu'on appelle un complément de prix. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, votre boîte, elle vaut, je dis n'importe quoi, base 100. Aujourd'hui, je vous donne 100 et je vous donnerai 70 de plus ou 50 de plus dans 2 ans, pour autant que vous ayez effectivement assumé vos engagements de continuer à animer sur tel et tel client.
aider sur cet appel d'offres, etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle des conditions suspensives. Je veux bien te payer 100 maintenant et 20 dans 2 ans, à condition que bla 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 bla. Donc sur le niveau de valorisation, ce qui joue beaucoup dans nos métiers, hein, donc j'ai beaucoup parlé du risque. Il y a bien évidemment le taux de facturation moyen, et ça, de toute façon, vous allez le retrouver en bas du compte de résultat, hein. Plus vous allez avoir des jours de facturation moyens élevés, plus votre EBE ou votre RE sera élevé, donc plus votre boîte, elle vaudra cher. Et évidemment, si vous faites animer par des formateurs extérieurs, vous allez avoir le taux jour payé à vos formateurs, qui, de mon point de vue, est une très belle source d'information sur comment vous gérez votre boîte. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, process mis en place, ce qui est intéressant aussi et ce qui donne de la valeur, c'est le savoir-faire éventuel, la compétence éventuelle de l'organisme à être déjà connecté sur EDOF, mon compte formation, parce que ça, c'est un peu prise de tête. Tout le monde ne sait pas le faire. Donc ça peut être intéressant et il faut le mettre en avant quand on est déjà sur EDOF et qu'on fait déjà du chiffre d'affaires là-dessus. Alors évidemment, il ne faut pas oublier la digitalisation, hein, capacité à déployer des formations sous tous les modes possibles. Et ça, le Covid, alors le Covid a permis de différencier, je trouve, les organismes de formation. Il y a ceux qui ont profité du Covid pour vraiment se redéployer sur de la classe virtuelle, etc. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment bougé. Donc, je pense qu'il y a eu des créations de valeur du fait du Covid sur ce terrain-là. Donc, voyez mon message. Les petits organismes devraient se regrouper. La taille a un impact sur la valeur. Passer aux questions, justement, questions-réponses. D'accord. Ouais, c'est la fin, en effet, de cette intervention. Merci beaucoup, Florence Avec euh, plaisir. et François. Donc, on va passer aux questions puisque ça arrive au fur et à mesure. Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à la suite de ce webinaire. La présentation, donc le support et le replay seront envoyés dès réception de ce questionnaire. Vous avez les contacts donc, de Florence et François pour toute question. Et donc, on va passer donc, aux questions. Une question justement de Frédéric Balder, toujours. Quel est le goodwill appliqué à une société leader, c'est-à-dire détentrice d'une part de marché leader? Bonne question. Bonne question, bonne question. J'en sais rien. Vous le dire comme ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a alors, il y a toujours une question sur ces histoires de leadership. Par exemple, est-ce que la société est à son maximum ou pas? Est-ce qu'il y a encore du potentiel? Le pire pour un acquéreur, donc vous voyez, l'acquéreur, il a toujours une araignée dans la tête, hein. Si la société n'est pas rentable, c'est qu'il y a un problème, mais si la société elle est bien rentable, on ne pourra pas améliorer la rentabilité. Donc voilà, quelqu'un qui est leader, c'est bien. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? Donc ça, c'est une première question. Et bon, là, je ne connais pas votre périmètre, donc je ne peux pas répondre à ça. Alors après, c'est clair que dans le métier de la formation, le fait d'être très visible, d'avoir une marque visible, vous aide beaucoup, de mon point de vue, sur tout ce qui est les plateformes. Donc, il y a un appel d'offres, vous allez être tenu obligatoirement. Sur les plateformes, vous allez, à chaque fois qu'il y a une question, vous allez ressortir en premier. Donc, vous êtes visible. Oui, vous êtes visible. On pensera à vous à chaque fois. Mais de là à matérialiser un goodwill, donc de payer plus cher là-dessus, pour moi, un acquéreur, il va payer plus cher que ce que ça vaut s'il peut mettre de la synergie derrière. Alors typiquement, si vous êtes leader sur la formation spécialisée dans le domaine du marketing et que l'acquéreur, lui, il aimerait bien être leader et qu'il est très connu sur le domaine de la santé ou de la finance,
il va pouvoir profiter de votre notoriété pour refourguer ses propres formations. S'il voit des synergies. C'est plutôt comme ça qu'il faut le. Alors vous avez une vision vendeur, j'imagine, mais du point de vue de l'acquéreur, c'est comme ça. Toujours de Frédéric Ballner, la part de marché, de détention de marché intervient-elle aussi dans les leviers de création de valeur? Oui, pour les mêmes raisons. Quand vous avez une part de marché importante sur un segment, ça veut dire que vous êtes visible et incontournable dans ce segment. Donc normalement, vous allez faire du volume. Alors après, est-ce que ça veut dire que vous allez faire de la marge? Là, c'est des histoires de stratégie. Vous avez des stratégies de volume, des stratégies de marge. Si vous êtes devenu leader en ayant cassé les prix et en faisant pas de bénéfices, etc., je caricature, hein. Vous vous êtes fait très mal pour devenir leader. Donc typiquement, les fonds d'investissement, les financiers, ce qu'ils recherchent, c'est des animaux qui ont beaucoup d'agilité, beaucoup de potentiel de développement, mais qui dégagent de la marge aussi, hein. Donc à quel prix vous êtes devenu leader, ça c'est à quel prix vous allez gagner vos parts de marché, ça c'est est-ce qu'il vaut mieux être gros et peu rentable ou petit et bien rentable? Vous êtes sur des stratégies de volume, stratégies de spécialisation. Voilà. Alors j'ai conscience de vous faire une réponse qui est pas. Je vous donne des éléments de réponse, plus qu'une réponse. Des questions par rapport à Calliope. Tout d'abord, Dominique Vigneault, que vaut Calliope si tout le monde l'a? Alors, effectivement, Calliope, indiscutablement, ça donne de la valeur à l'entreprise parce que c'est un certificat. Là, aujourd'hui, par rapport au nombre d'organismes de formation, Calliope reste minoritaire, hein, puisqu'il y a à peu près 20 000 organismes de formation qui l'ont sur 100 000, donc c'est 20%. Donc tout le monde n'a pas Calliope. Donc ça, c'est une première question. Maintenant, c'est clair que ça reste une certification basique et qu'en fait, vous allez avoir la certification ISO 9000, la 21000, c'est l'accumulation de certificats qui doivent être discriminants, c'est-à-dire qu'effectivement, peu de personnes ont, mais le certificat doit quand même être connu. C'est-à-dire que si vous avez un certificat que personne ne connaît, même s'il est très discriminant, ça aura moins de valeur. Là, l'avantage de Calliope par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est que c'est une marque qui est très visible et Calliope a repris l'unique avantage de Datadog, c'est-à-dire Datadog, c'était très visible comme marque, vous voyez. Et là, on a une marque qui est très visible. Tout le monde va connaître la marque Calliope d'ici un an. Et donc ça, c'est un élément de valeur. Et Alors, oui, je t'en alors moi, je trépigne, hein. Moi, monsieur. François vous a fait une réponse de certificateur. Moi, je vous fais plus une réponse sous couvert de la casquette d'un organisme et sous couvert du conseil. Je pense que ce qui fait la valeur de Calliope, c'est pas Calliope, c'est dans quel état d'esprit on l'a passé. C'est-à-dire que le petit gars qui finalement se dit au 31 décembre, bon allez, il faut vraiment pousser au cul, allez, je passe Calliope, j'ai Calliope. Ça, c'est un contexte. Et puis, vous avez un autre contexte de quelqu'un, en fait, qui a passé Calliope parce qu'il s'est dit finalement, c'est une démarche qui m'intéresse. Nous, vous voyez, on s'est regroupés dans le club des formateurs, le club DBE. C'est finalement un prolongement de ce raisonnement qualité. On s'est mis dans ce club pour échanger sur les bonnes pratiques. Donc, on va au-delà. On se réapproprie le truc. Et quand on est acquéreur, c'est ça qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'ils ont subi Calliope ou est-ce qu'ils sont dans la qualité. Et Dieu merci, enfin, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais le Covid, pour moi, doit vous éclairer là-dedans. En tant qu'acquéreur, c'est comment l'organisme que j'envisage d'acheter a traversé le Covid. Est-ce qu'il a été agile? Est-ce qu'il a été réactif? Est-ce qu'il a été source de propositions? Est-ce qu'il a réinventé son métier? S'il a réinventé son métier, il n'avait même pas besoin de Calliope. Il était déjà Calliope dans l'ADN. Donc voilà, effectivement, si on a tous Calliope, ça ne sert à rien. Ben non, c'est ce que je vous ai dit. Regardez aussi en tant qu'acquéreur comment ils ont obtenu Calliope. Comment ils ont traversé le Covid.
Et ça vous montrera s'ils sont vraiment dans un ADN de qualité ou pas. Toujours par rapport à Calliope, donc deux questions, Pascal Rich et Mélita Janco. La transmission de la certification Calliope est-elle systématique à un potentiel acquéreur ou celui-ci a des obligations, par exemple un audit particulier? Et la question de Mélita Janco rejoint également cette question. Est-ce que l'acquéreur doit passer quand même un audit? Alors, en fait, on m'entend? Ouais. Alors, le certificat, il est attaché à des éléments qui font que il va y avoir des éléments dans le certificat. Donc, si les éléments dans le certificat changent, euh, le nom de la société, le SIREN, le numéro de déclaration d'activité, là, il va y avoir un changement de certificat et donc on va examiner au moment de la demande de modification qu'est-ce qui a changé. C'est-à-dire que vous comprenez bien que si je rachète une activité, je change d'adresse, je change de numéro de déclaration d'activité, mais l'activité va être exécutée, l'activité de formation va être exécutée conformément à ce qui est prévu, il ne devrait pas y avoir d'impact sur la certification. Et là, il n'y en a pas. Donc, si vous arrivez à démontrer ça, il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, la certification donc, est cessible. Voilà. Si après vous avez l'audit de surveillance, et là donc à l'audit de surveillance, il y a une analyse de risque, et là on va voir ce qui a changé, on va examiner si ça permet de poursuivre la certification parce qu'elle s'exerce dans les conditions qui en garantissent la conformité. Voilà. Donc dans la majorité des cas, une cession ne va pas entraîner, vous allez racheter la société avec le certificat. Là où ça peut ça peut demander des adaptations, c'est qu'en fait, vous êtes une société la société qui rachète est déjà organisme de formation et a pas Calliope et va, je dirais, intégrer une activité sous l'égide de Calliope, une activité préexistante ou une activité qui va être menée de manière non conforme. Donc là, effectivement, on va intervenir. Voilà. Mais enfin, dans la majorité des cas, en cas de cession, il n'y a pas d'obstacle et il faut juste nous informer, soit au moment de, enfin, soit vous allez l'acquéreur va lui-même être en demande parce qu'il va vouloir demander l'émission d'un nouveau certificat avec un nouveau nom, avec un nouveau numéro de déclaration d'activité. Et là, donc, c'est une demande qu'on doit nous faire. Et donc, on va examiner la demande. Soit, en fait, l'activité se poursuit, donc la société est cédée, il y a un nouveau dirigeant et ça continue. Et là, on va intégrer les modifications au niveau de l'audit de surveillance ou de renouvellement. Et là, il y aura une analyse, ce qu'on appelle, nous, une analyse des risques. On verra si ça a un risque de détériorer la qualité du service, la qualité du service de formation. Et là, on va intervenir. Voilà. Question de Claire à Alice Boutiot. Quelles modalités de regroupement sont-elles possibles et intéressantes? Question qui me concerne? En fait, la question, la question, c'est de savoir quelles sont les modalités pour que des organismes de formation se regroupent. Voilà la Alors, question. juridiquement, il y a deux façons à minima. La première façon, c'est A rachète B. Donc, c'est un acquéreur qui rachète un vendeur. Et donc, B devient filiale de A et ça fait un petit groupe. Et A, après avoir racheté B, il va racheter C, il va racheter D. Et comme il va acheter des petits organismes, donc si vous avez compris le système, quand c'est petit, ça ne vaut pas grand-chose. Il en achète un, il en achète deux, il en achète trois, il en achète quatre. Et à la fin, il se retrouve avec une taille un peu plus importante. Ça, c'est ce qu'on appelle en finance un build-up. On construit plus grand. Build-up. Typiquement, il y a des fonds d'investissement, des financiers qui sont très friands de ça. Donc, si vous voulez faire ça de manière un peu plus structurée et de manière un peu plus, oui, structurée, je ne peux pas dire autrement, vous pouvez très bien avoir, donc si vous voulez vous lancer dans une démarche sur plusieurs années d'une certaine ampleur, vous êtes un organisme de formation, vous allez expliquer à un fonds d'investissement ce que vous voulez faire, il va rentrer par augmentation de capital chez vous, donc il va devenir actionnaire petitement à vos côtés. Et avec l'argent qu'il a apporté, vous allez acheter un organisme, deux organismes, trois organismes. Et à la fin, vous allez avoir une certaine taille. Et toute chose égale par ailleurs, comme je vous ai dit que le multiple augmentait avec la taille, vous allez créer de la valeur en faisant cette stratégie de build-up
picorer du petit pour grandir en taille dans un métier donné. Ça, c'est de la croissance externe, c'est de l'acquisition. Après, vous avez une deuxième possibilité juridique, c'est ce qu'on appelle des fusions. C'est A et B qui sont a priori à peu près de la même taille, qui ont les mêmes objectifs dans la vie. A ne va pas dépenser d'argent pour acheter B. On va donner une valeur à A. Par exemple, on va dire que A, avec les méthodes que j'avais évoquées tout à l'heure, A vaut 100, B vaut 50. Donc A plus B, ça vaudra 150. B va apporter ce titre à A et comme il aura un patrimoine de 50 sur 150, B qui était actionnaire à 100% de sa société et A qui était actionnaire à 100% de sa société avant, ben B va se retrouver actionnaire de 30%, 50 sur 150, 30% de l'ensemble et là les deux sociétés, elles seront agrégées. Et là, l'intérêt de cette opération, alors, avantage, inconvénient. L'avantage, c'est qu'aucune société dépense des sous. On garde les sous pour se développer. L'inconvénient, c'est que comme A et B fusionnent, en règle générale, dans une société, on préfère qu'il y ait une seule tête. Donc là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est de dire qui tient le manche, c'est qui le patron. Et donc, il faut écrire une règle de gouvernance. Alors, s'il y en a un qui part à la retraite, bah, ça peut être A avec un dirigeant, B avec un dirigeant, qui fusionne et qui part à la retraite. Et à ce moment-là, il devient actionnaire minoritaire d'un groupe dans lequel il ne travaille plus. Donc, pour résumer par rapport à la question précise, une réponse précise, il y a à minima deux façons. Une façon brutale et directe, A achète B et donc sort du cash pour racheter B et le vendeur part avec de la trésorerie du cash, ou on ne sort pas de trésorerie, mais A et B se regroupent pour fusionner. Alors on peut aussi créer une holding, apporter des titres à une holding, ça revient à peu près à la même chose. Mais en tout cas, c'est A et B qui deviennent co-actionnaires d'un ensemble plus gros qui a une valeur de 150 dans mon exemple. J'espère que ça a clarifié. On va prendre donc les deux dernières questions. Une question de Patrick Avenia. La marque donne-t-elle quand même de la valeur si cette marque n'est pas transmissible? Cas des concessions qui sont intuities, personnelles et attribuées à l'actionnaire et pas à la société. Ah ben, la réponse, elle est brutale, hein. Si l'acquéreur achète et que la marque n'est pas dedans, ben non. Vous avez d'ailleurs parfois fiscalement, ce qui est le cas d'ailleurs chez moi, je pense, c'est le dirigeant qui est propriétaire de la marque et propriétaire des actions. Ça veut donc dire que la société n'est pas propriétaire de la marque. Et dans la lettre d'intention, c'est à l'acquéreur de dire je rachète tel organisme à condition que la marque soit dans l'organisme. Et si la marque elle est dans le bilan, eh ben, à ce moment-là, je donne une valeur effectivement. Donc ça peut être une condition de l'acquéreur, je veux bien racheter à condition que. Et ça, c'est dans les audits, hein. Est-ce que la marque elle est propriété? Est-ce que le logiciel est propriété? Et cetera, et cetera. Donc là, il y a deux questions, c'est est-ce que la marque vaut quelque chose et qui porte la marque? Et la question donc de Patricia Guignard. Comment connaît-on le coefficient multiplicateur de l'EB? Ah bah alors, attendez, moi j'étais bluffée. Je me suis dit, j'ai causé pendant une demi-heure dans le poste. Ils étaient très intéressés sur le prix et personne m'a posé la question sur le multiple. Évidemment, merci d'avoir posé la question. C'est une mauvaise question d'ailleurs, c'est une question compliquée. Alors pour faire court, le multiple, euh, pour déterminer le multiple, normalement le multiple dépend du secteur d'activité. Donc on va parler de multiple sectoriel. Ça c'est vrai pour les très grandes boîtes. Pour les toutes petites sociétés, le métier, on s'en moque. Alors, je suis toujours très brutale pour bien rendre les choses très carrées. Plus c'est petit, plus on se moque du secteur. La seule chose qui nous intéresse, c'est la concentration des risques. Donc, si vous êtes actionnaire d'un petit organisme, je vous dirais, on se moque que vous êtes dans le secteur de la formation pour ce qui est du multiple. Et je vous dirais qu'en fait, c'est entre 3 et 5 fois le BE. Donc, pour les petits organismes, entre 3 et 5 fois le BE.
Si maintenant vous êtes sur des sociétés déjà plus établies, qui font 100-200 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, clients de l'ICPF, je ne suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça, mais à ces tailles-là, vous pouvez très bien avoir des fonds d'investissement qui vont s'intéresser à ça, surtout s'il y a de la récurrence et qui vont être capables de payer jusque 6 fois, 6 et demi. Donc plus c'est gros en taille, plus c'est le secteur qui prime, plus c'est petit en taille, plus c'est le risque qui prime. Et sur des petites entités, et là, c'est pas uniquement la formation, c'est dans tous les domaines, c'est entre 3 et 5 fois le BE. Et pour savoir, Florence, c'est plutôt 3 ou c'est plutôt 5, je vous renvoie à ma slide avec le taux de sous-traitance, le taux jour, comment ils ont obtenu Calliope, est-ce qu'ils sont propriétaires de leur support ou pas, combien ils ont de formateurs, etc., etc. Là, je vous l'ai fait un peu à l'arrache, mais c'est les ordres de grandeur. Merci, merci du coup Florence pour les réponses apportées. Merci François également. Il y avait des demandes de précision concernant encore Calliope. Vous pouvez nous contacter directement pour qu'on vous apporte toutes ces précisions. Nous allons donc clôturer donc ce webinaire. Un mot de conclusion, Florence, François. Alors, moi, mon mot de conclusion, ça serait que le métier de la formation continue est en profonde évolution ces dernières années, sous couvert de la réglementation et sous couvert du Covid et donc des nouvelles façons de faire de la formation. Il y a plein d'opportunités et les positions de marché, hein, vous m'avez un peu asticoté sur les parts de marché. Je pense que les positions de marché ont évolué là du fait du Covid. Et c'est vrai que les stratégies de croissance externe, ça peut permettre aussi de compléter une stratégie quand elle est bien pensée en amont. Vous avez compris le message. Merci Florence pour la qualité de cet exposé. Merci à vous pour votre participation et vos questions particulièrement pertinentes. Merci à Néné et à Thomas pour cette organisation sans faille. Moi, pour ma part, ce que je retiens, c'est l'approche rigoureuse de la valeur qui était vraiment le thème essentiel de ce webinaire sur lequel c'était très intéressant. J'ai appris des choses. Et je me félicite de ce webinaire. On va en faire d'autres tout au long de l'année 2022. Et donc, je formule les vœux pour que vous terminiez cette année dans la sérénité et qu'on la commence aussi dans la sérénité, dans l'échange, pour développer nos activités respectives et continuer à nous épanouir ensemble. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Et très belle fête à tous.